Alors, je suis ici, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Pour peut-être élargir le champ, on parle d'eau, mais moi, justement, l'exercice qu'on m'a demandé, c'est au-delà d'intégrer aussi ces questions d'anthropocène, d'écologie, de climat, de voir ce qui bougeait un petit peu dans la création contemporaine. Et de voir aussi comment ces enjeux pouvaient induire des nouvelles pratiques dans les processus de création eux-mêmes. Voilà, donc je vous ai mis pour ouvrir cette présentation une œuvre d'un artiste que j'aime beaucoup, que vous allez retrouver dans ma présentation un peu plus tard, qui s'appelle Haroun Mirza, qui est un artiste anglais qui utilise des panneaux photovoltaïques dans ses créations. Généralement, les panneaux ne sont pas là à titre décoratif, mais pour rendre des services, notamment faire du son. Au départ, c'est un artiste sonore, et aujourd'hui, il est, à mes yeux, un des artistes les plus intéressants, à la fois dans l'utilisation de ce type donc, de panneaux, mais aussi dans ce qu'il comprend en matière de, entre guillemets, nouvelle civilisation solaire. C'est ce dont je vais vous parler aussi. Alors, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis spécialisée sur cette question de l'art contemporain lié aux enjeux environnementaux. J'ai commencé mon premier colloque sur le sujet en 2004. Et puis, ça, je trouve ça intéressant parce que ça pose déjà la question de la liberté de la création. Souvent, on a l'impression que parce que les enjeux sont graves, qu'il faut être sérieux, mais je pense que l'humour ne doit jamais être oublié. Par exemple, cette œuvre d'un artiste franco-suisse qui s'appelle Julien Charrière, qui travaille à Berlin, qui est allé en Arctique, en haut d'un iceberg, pour accélérer la fonte de l'iceberg avec un chalumeau. Dès que j'ai vu cette œuvre, moi, je ne connaissais pas cet artiste, je l'ai découvert en voyant ça, j'ai éclaté de rire et je me suis dit, un des nôtres. J'ai immédiatement compris qu'il faisait un travail métaphorique, justement, sur une représentation de ce que l'on fait en vrai. Mais ce type de représentation, avec beaucoup de liberté, n'est pas toujours la donne. Très souvent, on s'oblige à vouloir rendre état de l'urgence, de la catastrophe. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien ouvrir avec ça, parce qu'il faut vraiment rappeler qu'il ne faudrait pas réduire un propos à, entre guillemets, sa circonstance. Et c'est très compliqué parce qu'on peut être soi-même très touché par les problèmes, et je pense que le rôle de l'artiste, c'est au contraire d'élargir tout le temps l'espace entre le problème posé et, entre guillemets, sa solution, ou en tout cas la manière de le représenter ou de le questionner. Alors, je vous parlais d'Haroun Mirza, vous allez le reconnaître ici en haut à droite. J'aimerais démarrer justement dans ce qui s'ouvre un petit peu, et Chris m'a donné énormément de pistes parce que il y a une dimension anthropologique aujourd'hui dans ce qu'on pressent. Si on change d'énergie, on sait que l'énergie a configuré énormément de civilisations. On sent qu'on va passer dans un monde plus post-carbone, où le solaire aujourd'hui, alors au-delà des questionnements sur les propres impacts aussi liés à la production de l'énergie solaire, mais en tout cas cette ressource est clairement renouvelable et inépuisable. Est-ce qu'on va rentrer dans une civilisation solaire ? Est-ce que ce qui existait chez les Égyptiens avec le dieu Ra reviendrait sur des formes laïques différentes si jamais on comprend une nouvelle fois dans l'histoire que le soleil est absolument central pour nos vies, pour nos conditions d'existence, mais aussi peut-être pour nos conditions de confort de ces existences, si cette énergie arrive à remplacer et à donc limiter les effets du réchauffement climatique.
Et là, donc, vous avez des artistes qui posent ces questions assez en amont. Vous avez Thomas Saraceno qui a ce projet Aérocène, qui est aussi une communauté. Si vous êtes étudiant en art, en architecture, n'hésitez pas aussi à contacter cette communauté qui a plein de spots dans le monde. Et Aérocène, c'est cette utopie qui se présente comme une utopie liée au transport. Un transport qui n'aurait aucune énergie fossile, mais aucun métaux rares non plus, donc aucune technologie spécifique, et qui ne dépendrait que du soleil et aussi du jet stream. Et l'idée, et en effet, ça marche très bien, parce qu'une fois que le ballon est en haut, le jet stream lui fait aller très 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 vite. On a des moyens de locomotion, entre guillemets, naturels. Cette expérimentation, elle vise aussi à essayer d'imaginer ce que serait un monde différent, avec des énergies différentes. Elle a pouvoir de formaliser justement cette utopie et d'ouvrir des débats sur aussi, et c'est ce qui est très intéressant dans ces nouvelles démarches d'artistes, sur leur propre impact dans leur pratique en matière d'émissions de CO2. Thomas Saraceno a fait le bilan carbone de son studio, par exemple. Donc, s'est posé des questions, mais aussi d'entrer en interaction avec plein d'acteurs, que ce soit des aéroports, des fabricants d'avions, etc., pour aussi rendre cette utopie réaliste et dire à quel point, et rappeler à toutes les parties prenantes à quel point ça devrait être notre moyen de transport, et donc réussir à influencer, inspirer des accélérations en matière de recherche et développement vers ce but ultime. Alors Haroun Mirza, c'est une installation que vous voyez. Ce qui est très intéressant, et je pense que, je ne sais pas si Chris le connaissait, mais je suis sûre qu'elle va se jeter sur lui et regarder. Elle le connaissait? Oui. Ah. Et donc, on est au Texas. Haroun Mirza a une commande dans le cadre d'un grand rendez-vous d'art contemporain, une installation en extérieur, et il décide de s'inspirer de Stonehenge, donc cette création très ancienne, qui en plus, on le sait, correspond à des croisements de lignes telluriques, qui a un lien avec le cosmos, etc., et d'imaginer ce que serait le Stonehenge du solaire. Et donc, il crée un groupe de pierres comme ça, avec, comme pour cette installation ancienne, une pierre mère, et c'est la pierre mère qui porte le panneau photovoltaïque. Et à partir de là, elle va permettre de créer du son. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire deux choses en plus. C'est qu'il va aussi essayer d'avoir un rayonnement au-delà de cette installation, c'est-à-dire demander à ses commanditaires s'ils sont eux-mêmes branchés sur des fournisseurs d'énergie verte ou pas, et repérer des fournisseurs locaux et proposer aux visiteurs de les découvrir. C'est-à-dire que ça devient aussi un centre de sensibilisation à l'énergie solaire, aux énergies renouvelables, alternatives, etc. Et il va encore plus loin, c'est qu'il a l'intuition que cette civilisation solaire aura aussi ses rituels, et donc il imagine des événements lors des pleines lunes. Il essaie de retrouver ce lien entre l'homme et des dimensions plus célestes, des niveaux d'énergie beaucoup plus à la fois anciens et cosmiques, qui permettraient de définir ce que pourrait être justement une nouvelle mythologie dont parlait Chris. S'il y a une civilisation solaire, s'il y a une énergie solaire, est-ce qu'il y aura aussi une forme de mythologie? Est-ce qu'il y aura aussi des rituels? Donc c'est pas très poussé, ça fait partie de l'œuvre, c'est autour de l'œuvre. En tout cas, ça pose ces questions, et je trouve ça extrêmement intéressant. En bas, vous avez le Solar Sound System, qui travaille d'ailleurs beaucoup avec Thomas Saraceno, qui avait fait
à Miami Basel 2019, toute une série de festivités avec de la musique aussi, de la cuisine à partir de fours solaires, beaucoup de choses autour d'installations liées au solaire qui incluaient justement cette dimension conviviale. Et le Solar Sound System, voilà, c'est comment on fait la fête avec l'énergie solaire, mais aussi en jouant sur cette idée de célébrer cette forme d'énergie. Et en bas, la photo collective, je crois que c'est Spencer Tunick qui justement avait réuni, c'est bien Spencer Tunick qui fait tous ces personnages nus, j'ai un trou de mémoire, mais oui, c'est lui, et qui utilise la lampe solaire d'Olafur Eliasson, donc le Little Sun, en brandissant ça un peu comme si c'était une nouvelle génération. Donc, je pense que ces images inspirent quelque chose qui va au-delà de l'œuvre ou de l'installation et qu'elles ont peut-être une dimension annonciatrice de quelque chose. Alors, j'insiste souvent sur solaire parce que, paradoxalement, c'est pas si présent dans l'art contemporain comme thème. Beaucoup moins que le vivant, la biodiversité, qui occupe beaucoup plus d'artistes. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, justement, dans ce qui est en train de changer, donc ces nouvelles pratiques, ces nouvelles créations, c'est à quel point un concept, par exemple, comme le care, prendre soin, va se retrouver réinterprété. Si je prends cette serre, c'est Michael Wang. Michael Wang, qui est un artiste architecte de formation. Alors, j'ai mis des petits architectes à droite à gauche de formation, vous voyez, qui sont devenus des artistes. Olafur Eliasson est architecte de formation, Thomas Saraceno est architecte de formation, Michael Wang est architecte de formation. Peut-être que vous allez tous aussi devenir des artistes, parce qu'on voit qu'il y a l'architecte de formation qui se dessine dans beaucoup de trajectoires comme ça que je présente. Et donc, lui, il a une série qui s'appelle Extinct in the Wild. Donc, éteint à l'état de nature, c'est un mot scientifique qui correspond aux catégories données par l'IUCN, c'est-à-dire ce sont des espèces qui n'existent plus à l'état de nature, mais qui continuent à exister liées à notre intérêt à nous. Alors, soit décoratif, parce que c'est un petit lézard qu'on trouve mignon à mettre dans un aquarium, et il ne vit que, enfin, c'est pas décoratif, on peut être très attaché, à son animal de compagnie, je retire ce que j'ai dit. Soit dans des laboratoires pour des essais, parce qu'on garde certaines espèces, notamment, je pense encore à ce petit lézard qui est néotène, etc., et qui intéresse beaucoup pour ses capacités. Soit dans des zoos ou liés au fait qu'ils ne peuvent survivre que liés aux humains. Et justement, il met en scène ça à travers une exposition dans laquelle il crée tout un protocole pour apprendre aux personnes qui gèrent l'expo sur un temps long à prendre soin de cette espèce, qu'elle soit plante ou animale, pendant l'exposition. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est aussi, à travers cette démarche, de reposer la question de la curation, cura. Et là, c'est vraiment performatif, on prend vraiment soin pendant l'expo. Et en plus, d'une espèce qui ne pourra pas survivre si on n'en prend pas soin. Alors, bien sûr, l'idéal étant de lui permettre de revivre dans des conditions naturelles. Il ne s'agit pas de la maintenir, mais en tout cas, c'est un très joli travail pour bien montrer la situation dans laquelle on est vis-à-vis du vivant, un vivant qui dépend de plus en plus aussi de nous. À côté, vous avez une sorte de table et c'est le résultat d'une conversation, en fait. Vous avez l'artiste Otobong Nkanga qui fait ce qu'on appelle des landversations, qui en a fait à Sao Paulo au Brésil, qui en a fait au Bangladesh, qui en a fait à Shanghai en Chine. Elle va dans un territoire et elle crée des conversations multiparties prenantes autour des ressources et des sols
Donc, elle va inviter des paysans ou des personnes qui ont des informations liées aux ressources en eau, des habitants, elle va des associations, mais aussi avec des dimensions humaines, voilà, pour comprendre les populations, l'exclusion. Et au gré des conversations, elle fabrique une sculpture qui, au final, donne le résultat de ces conversations et qui montre à chaque fois les différentes facettes d'un territoire. Voilà, c'est vraiment une méthodologie très intéressante, portée par une très très grande artiste contemporaine, qui vit à Anvers et qui ouvre aussi une fondation au Nigeria, pour explorer justement toutes ces rencontres entre ces univers. Elle a aussi un autre projet qui s'appelle Carved Flow, où elle crée des savons à partir aussi d'ingrédients locaux. Elle fait des ateliers d'économie circulaire. C'est quelqu'un qui, au départ, s'était intéressé aux ressources et aussi au commerce mondial, remontant aussi une chaîne d'exploitation des pays du Sud par les pays du Nord pour essayer de voilà, trouver une autre histoire de ce qu'on peut retrouver dans des produits de consommation courante qu'on utilise chaque jour sans toujours en comprendre la portée. Vous avez Thomas Saraceno, donc là encore une autre manière est totalement novatrice parce que c'est une œuvre faite avec une araignée. Donc vous aviez peut-être vu son exposition au Palais de Tokyo. Donc l'araignée qui fait l'œuvre qui est présentée et ce que sait très bien faire Thomas Saraceno qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit quand même à quel point cet artiste est puissant. Il est à la fois sur les utopies post-carbone liées au transport et en même temps sur les relations interespèces. Et il ne choisit pas l'espèce que voilà, tout le monde aurait choisi d'emblée par amour voilà, de la bébête, parce que souvent on a une forme de répulsion instinctive qui est l'araignée. Eh bien, il nous montre que cette araignée, en fait, parce qu'il a fait beaucoup de collaborations art sciences, a d'énormes qualités, surtout d'enseignement, et qu'elle peut tout à fait aussi collaborer, et qu'elle collabore déjà à nos conditions d'existence sur Terre, qu'elle a joué un rôle. Ce qui est intéressant de voir, et ça peut toucher l'architecture aussi, c'est que pendant le confinement, certains musées ont fermé, se sont reconstituées quelques toiles d'araignée. Il a essayé de lancer un mouvement pour que les services de nettoyage ne détruisent pas les toiles d'araignée de ces bâtiments. Et je pense qu'en architecture, en art, c'est aussi intéressant de se poser ce type de questions parce que généralement, dans notre culture, la toile d'araignée, c'est ce qui fait tache et c'est ce qui donne une impression que ça n'a pas été nettoyé. Mais peut-être que dans un nouvel imaginaire, ça sera parfaitement normal de cohabiter avec des espèces dans la mesure où on sait qu'elles vont nous rendre service aussi voilà, en mangeant des moustiques, et y compris dans un musée qui aujourd'hui joue beaucoup plus la carte d'être aseptisé, etc. Donc c'est intéressant dans ce qu'il soulève. Et vous avez Bozeng. Alors Bozeng, lui, c'est un artiste qui vit à Hong Kong, qui est extraordinaire. Il a lancé l'amour des fougères, mais un amour complet, c'est-à-dire y compris physique. Donc il a des expériences physiques, sensuelles avec les fougères qu'il filme. Et pour lui, voilà, dans cette communion interespèce, ça va jusqu'à cette dimension charnelle. Alors là, je voulais zoomer sur la technologie, parce que on a parfois tendance à penser que voilà, la valorisation de la nature doit être entre guillemets naturelle, mais en fait non, elle doit être aussi efficace si elle veut sensibiliser, et il y a des moyens digitaux qui le sont.
Vous avez une animation qui s'appelle Reanimated de Jacob Stinson qui était présentée à la Serpentine Gallery, au Serpentine Galleries il n'y a pas très longtemps, qui reconstitue une forêt primaire qui a été détruite, enfin qui n'existe plus, à partir de captations faites dans plusieurs forêts américaines, et donc qui essaie voilà, peut-être de donner un regard sur les mondes perdus et peut-être aider à prendre conscience voilà, de la perte en cours. Nous avons beaucoup ce type de forêts magiques qui disparaissent actuellement. Thijs Bierstekker était, pour ceux qui ont vu l'expo Nous les arbres, en extérieur, et pour la première fois, la communication entre deux arbres, donc les échanges chimiques qu'il y avait par leurs racines, étaient mesurés, plus la réception par ces arbres d'événements extérieurs comme la pollution, comme la lumière. Donc, une représentation de ce que, voilà, de ce qu'on pense exister, et de plus en plus avec des livres, mais que beaucoup d'entre nous ont du mal à visualiser, en fait. Alors, de plus en plus, voilà, le monde des bactéries, des champignons, des racines, tout ce monde-là commence à être beaucoup plus vulgarisé, donc on comprend mieux. Mais là, c'est une manière extrêmement rapide et efficace de nous montrer l'activité, en fait, et la sensibilité et la réaction d'un arbre et sa capacité d'interagir avec d'autres. On sait qu'il y a des arbres maîtres qui envoient des informations plus dominantes, etc. Donc, dans cette opinion, face à cette opinion publique que je décrivais, qui veut bien croire à l'intelligence des arbres, mais qui préférerait qu'on lui prouve, eh bien, c'est fait. En bas, vous avez en ce moment en Irlande, à Galway, qui est la capitale européenne de la culture, une immense installation qui a été inaugurée par John Gerrard, donc qui fait ce qu'on appelle des simulations. C'est encore une autre technologie, hein, et qui reprend des personnages rituels liés aux moissons, issus de la culture irlandaise. Il a collaboré avec des danseurs, voilà, ils ont une chorégraphie, et tout ça est mis dans un paysage reconstitué. Et c'est aussi une manière, par la technologie, voilà, de renouer un dialogue avec l'histoire d'un rapport aux saisons, aux moissons, qui était extrêmement dominant il y a même très peu de temps en Irlande, et de poser bien sûr des questions écologiques. Il a réfléchi cette œuvre comme étant alimentée en énergie renouvelable. Là aussi, il y a voilà, une réflexion sur la dimension énergétique. Alors là, lui, Jérémy Gobet n'est pas architecte, mais on va voir qu'il le devient presque. Il a fait les arts déco. Donc Jérémy, au départ, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au textile, qui allait voir des usines de textile dans le Nord qui voilà, avaient des graves problèmes économiques, licenciaient. Donc il a fait tout un premier travail de dialogue avec les personnes qui subissaient cet abandon d'industrie lié notamment aux délocalisations, etc. Et puis, parallèlement à ça, il s'intéressait au coraux qu'il avait découvert tout simplement via un passage chez Emmaüs. Et donc, il avait commencé à réfléchir aux coraux et en se disant, c'est un peu bizarre ces coraux blancs qu'on retrouve, alors qu'avant, ils avaient de si belles couleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de les raviver par l'art ? Voilà, donc là, vous voyez, il y a un mini bout de corail, et puis le reste, c'est
c'est des chevilles, voilà, quand on perce dans un mur, qui reconstituent. Et il a fait beaucoup d'autres. Il a été très inventif sur la manière d'essayer de refaire naître ce corail de manière assez artificielle, y compris avec de la peinture fluo, mais comment lui redonner vie. Et puis, un jour, il visite, comme voilà, sa passion l'y invite, une usine de dentelle, et il découvre un point de dentelle vieux de 450 ans qui s'appelle le point d'Esprit, et il dit, que vous voyez en bas, il dit, c'est bizarre, ça ressemble vraiment, vraiment au corail. Et là vient une idée assez incroyable qui est qu'il se dit, mais on sait très bien que le corail mort doit être, qu'on cherche tous des moyens de le régénérer. Et peut-être, on cherche tous des tuteurs, peut-être que ce corail serait une bonne idée. Ce corail, cette dentelle serait une bonne idée. Et il va voir le Muséum d'histoire naturelle, il montre ça, et coup de génie, un premier test en laboratoire montre que, en effet, la dentelle s'accroche bien au corail et offre des qualités voilà, de relance pour le régénérer. Surtout si la dentelle est bio. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que pour relancer le corail aussi, il y a des choses en plastique. La question se pose aussi de l'impact écologique. Et on sait que plus c'est bio, plus c'est naturel aussi, moins il y a de rejet et moins il y a d'incidence sur l'environnement. Parce que parfois, la solution peut créer un autre problème. Il continue son aventure et il se rend compte que, voilà, il investigue tout ça et il se retrouve à faire une bouteille en PLA avec ce motif de corail, à collaborer avec une filiale de Saint-Gobain en disant, mais finalement, alors vous retrouvez encore ce motif de corail, en disant, mais en fait, il faudrait révolutionner la manière dont on fait le ciment. Et c'est pour ça que je m'arrête, parce que finalement, il touche à des thématiques importantes, voilà, en matière de construction. Et donc, il a fait des recherches pour créer un ciment plus écologique, pour trouver des matières alternatives, et il a commencé à créer des éléments qui ont été exposés. Et cet artiste-là, aujourd'hui, et c'est vraiment intéressant et inspirant en matière de nouvelles pratiques, c'est qu'on se rend compte qu'au départ, bon, ben, c'est un artiste contemporain jeune, qui se retrouve... Alors maintenant, il a un fonds de dotation pour gérer le projet scientifique. Il a maintenant une société pour gérer la R&D sur un développement d'écomatériaux éventuels. Il a aussi son travail d'artiste. Finalement, il sort de sa pratique de création pure, entre guillemets, pour se placer et agir là où il sent que, en fait, il faut trouver des solutions et des alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il bouscule vraiment les frontières, y compris et beaucoup d'idées, parce que, par exemple, il dit mais aujourd'hui, être un artiste contemporain, c'est être un artiste de son temps, de son époque. C'est ça, être contemporain. Notre époque, elle est traversée par la crise écologique. Je ne vois pas comment on peut être aujourd'hui un artiste contemporain sans traiter de la crise écologique. Parce que c'est ce qui traverse de manière structurante, fondamentale notre époque. Voilà donc un exemple d'artiste que vous pouvez retrouver à l'exposition Courant Vert. Il a une petite installation, une vidéo. C'est une expo qui a lieu à la Fondation EDF, dont le commissaire est Paul Ardenne, qui va parler après. Donc voilà, souvent on se rend compte que quand on commence avec un enjeu, on découvre voilà, tous les manques dans toute la chaîne de production, et on se dit, mais si ce n'est pas moi qui cherche la solution, alors ce sera qui ? Et je pense qu'il a d'autres idées justement de fédérer
peut-être des collectifs d'acheteurs pour réussir à financer et rentabiliser des filières d'écomatériaux? Est-ce que les artistes, les architectes ne pourraient pas être justement les premiers? Ils devraient l'être, pardonnez-moi d'être moral, mais peut-être qu'ils devraient être les premiers à se fournir auprès de ce type de matériaux. Et comment réussir à amorcer cette dynamique? Alors j'en viens quand même à l'eau, parce que je savais que l'eau était essentielle, avec deux œuvres que j'aime bien et qui correspondent d'ailleurs à des interventions dans l'espace public. Donc, sur ces sujets-là, il y a cette dimension d'intervention dans l'espace public, participative, est importante. Donc, Yin, je suis pas bonne en accent chinois, pardon. Yin Yuzen, qui donc a créé dans plusieurs endroits du monde une installation, une intervention comparable. Un fleuve très pollué, bon, bien évidemment ça a démarré en Chine, un fleuve très pollué, elle prend cette eau-là du fleuve très pollué qu'elle congèle et elle demande ensuite aux habitants de venir lessiver les blocs congelés. Une métaphore de on nettoie la rivière. Qui bien évidemment disparaît au fur et à mesure, mais qui permet de sensibiliser les publics, les participants aussi, dans la mesure où, bien que lessivé, malheureusement, la couleur du bloc de glace ne blanchira pas. À côté de cela, vous avez encore Paul Ardenne qui en parle tout à l'heure, Luciero Reorta, qui, eux, ont fait des installations de purification d'eau dans des lieux où l'eau n'était pas potable et qui ont créé un système pour la rendre potable. Donc, posant cette question de, quel est notre rapport à l'eau? Ce qui est intéressant dans ces installations, c'est que ça soulève énormément d'enjeux beaucoup plus large. Chris le disait aussi, à l'heure où il y a une privatisation de l'eau, et donc comment on peut s'emparer par l'art de ce bien commun, et c'est aussi des métaphores d'une gestion de l'eau à l'échelle citoyenne. Alors, je passe à autre chose. J'aurais pu vous montrer plus de 100 autres images. Moi, j'ai une base de données d'artistes que je constitue depuis 15 ans, spécialisée sur ces enjeux environnementaux, tous différents. Parfois, vous en avez vu, certains en recouvrent plusieurs, d'à peu près 1000 artistes dans le monde. Donc, j'ai beaucoup de matière et je ne pouvais pas tout dire. Je voulais, parce qu'on parle de pratiques, de choses qui sont en train de changer, ouvrir sur la question de la frontière entre l'œuvre et l'activisme. On retrouve ici Thomas Saraceno qui a participé à 2 marches pour le climat et qui a collaboré avec l'association 350.org. Donc là, on voit qu'il y a des collaborations entre des mouvements plus citoyens et les artistes et comment une œuvre devient un emblème. John Gerard, dont je parlais tout à l'heure, a une œuvre qui s'appelle Western Flag et qui a été partagée avec 14 millions de vues au moment de l'élection de Donald Trump parce que c'est une simulation qui montre un drapeau qui émet une fumée noire, la place du drapeau, et donc c'était un peu comme une représentation d'un drapeau très carboné, et c'était donc en réaction au climato-scepticisme de Donald Trump. Donc comment après l'œuvre sort aussi de son champ artistique pour inspirer et pour s'insérer dans une dynamique plus large. JR, on sait, était également intervenu avec cette œuvre géante autour de Greta Thunberg. Et puis cet activisme, on va le retrouver à un autre endroit sur la question des mécènes de la culture, c'est-à-dire que
et ce n'est pas les mêmes acteurs, c'est plutôt des associations comme Liberate Tate, par exemple, Art Not Oil, qui vont agir, intervenir à la Tate moderne, mais aussi au Louvre, en collaboration avec 350.org, pour poser la question du financement de la culture. Et ça, c'est un cas très compliqué, mais qui fait partie de ce nouveau paysage, parce que l'art, comme le reste, c'est de plus en plus globalisé. Le phénomène des foires. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, il y a beaucoup de remises en question de toute cette accélération. Quand on a une galerie, faut-il en avoir à différents endroits du monde? À quoi servent des foires qui finalement montrent à peu près les mêmes artistes à différents endroits du monde? Toute cette accélération, cette globalisation. Mais il y a aussi la question, elle a pu être là parce qu'elle a été très financée par les banques et par des compagnies pétrolières. On sait tous que le Louvre est financé par Total, comme la Tate était financée par British Petroleum. Donc ces mannes financières qui sont très carbonées sont aussi les premières sources du financement de la culture. Donc comment on fait quand on est un artiste qui veut dénoncer ça? Alors, ce n'est pas les artistes eux-mêmes qui dénoncent là, mais il faut savoir que c'est un contexte où voilà, il y a une cohérence qui est en train de s'installer et qui n'est pas facile à mettre en place parce que, pour l'avoir moi-même vécu quand j'ai monté une exposition sur le thème du climat, et que, comme voilà, en énergie, j'ai absolument voulu avoir Enercop, et que je suis allée voir, voilà, dont je suis sociétaire, et que j'ai dit, allez, on y va, sois mon mécène, etc. Ils étaient très contents de m'annoncer qu'ils allaient me financer à hauteur de 6 000 €. Donc voilà, c'est pas les fournisseurs d'énergie verte, c'est pas les mêmes moyens. Donc comment on fait quand on veut flécher aussi vers un certain type de financement qui correspond aujourd'hui à une économie plus verte, mais qui n'est pas dominante et qui n'a pas encore une grande force de frappe financière. Alors là, vous allez vous dire, qu'est-ce que ça fait là le bilan carbone? Ben justement, dans l'évolution des pratiques, il y a l'idée de se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que les activités culturelles ne seraient pas elles aussi mesurées sur le plan de leur impact? On sait qu'on a en France une stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui donne les objectifs carbone horizon 2050, mais il ne concerne pas le secteur de la culture. Donc c'est comme si ce secteur pouvait finalement continuer sans objectif, sans obligation. Il n'est pas concerné, il n'a pas de contraintes. La seule chose qu'il a, c'est une invitation à faire ce qu'on appelle un rapport RSO, invention du ministère de la Culture, donc pendant de RSE, responsabilité sociale des entreprises, donc pour les entreprises, RSO, responsabilité sociale des organisations. Donc c'est une invention française issue de l'administration et qui a déjà été donc faite par exemple, le musée du Louvre, le Quai Branly, qui publie des rapports RSO. Mais voilà, avec, en dehors de cette incitation de reporting, entre guillemets, il n'y a pas aujourd'hui, on va dire, de pression, ni d'obligation de mesure, ni de changement dans ce secteur. Donc, quand on veut agir, et de plus en plus d'acteurs se posent la question, eh bien, on se pose la question, par exemple, de son impact carbone, y compris à l'échelle d'une œuvre, d'une expo, d'une galerie, d'une foire, ou beaucoup plus sophistiqué et qui va beaucoup plus loin, de l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie
qui va intégrer aussi des éléments d'écotoxicité, donc des questions de santé humaine, qui va beaucoup plus intégrer par exemple les sols, la pollution de l'eau, qui peut ne pas être incluse justement dans les questions climat, et qui va être beaucoup plus large en matière de mesures. Et là, on arrive à une situation, mais voilà, sur laquelle je suis assez décontractée parce que ça fait 20 ans que je la vis, qui est toujours cet écart, cette séparation des mondes entre les univers de l'éco-conception d'un côté, qui ont eu, voilà, qui font beaucoup de choses dans le packaging, qui en font aussi pour la construction, etc., mais qui jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'on leur ait téléphoné tous les matins de la part du secteur de l'art. Et donc, moi, ce que je fais justement à l'échelle d'Art of Change 21 ou de mon cabinet de conseil, c'est de réunir ces univers, et notamment via un projet de guide d'éco-conception de l'art contemporain avec un cabinet d'éco-conception de renom qui s'appelle Solinen, qui est aussi au départ spécialisé dans la construction. Parce que n'oublions pas qu'en effet, les artistes font parfois leurs achats chez Point P. Donc, cette analyse du cycle de vie, ça vient donc de ce monde de l'éco-conception, de l'économie circulaire, et c'est en train d'entrer aussi, comme voilà, vous le vivez en architecture, dans l'art, posant des nouvelles questions et permettant aussi de trouver des alternatives et des nouvelles pratiques. Alors, des personnes comme Isabelle Déron qui parlent justement cet après-midi côté art, design, sont totalement familières et peut-être aussi liées à une formation design, voilà, avec ce côté-là. Et j'ai pas cité Isabelle sur l'eau, mais parce que je savais qu'elle parlait après. Et bien évidemment, sinon, elle aurait été sur ma diapo, mais je suis sûre qu'elle va partager avec vous, voilà, les choses très intéressantes qu'elle fait et qu'elle avait présentées à L'art réchauffe-t-il le climat, mon cycle de conférences, rencontres, au Silencio, temporairement suspendu. Voilà, donc l'analyse de cycle de vie, comment on fait est-ce qu'on appelle un ingénieur qui va dire ben moi c'est 1000 € au jour avant de faire une sculpture? Qu'est-ce qui est en train de se passer et comment réussir à avoir des outils? Donc moi, j'essaie de travailler maintenant sur voilà, l'accès à des moyens simples d'avancer, d'avoir des repères. Et il faut dire que les artistes, mais comme les architectes, manquent de bases d'écomatériaux, il y a énormément de points communs en fait entre tous ces métiers du point de vue des outils, du fait d'identifier très rapidement des matériaux, des ressources, etc. Ce qui est acquis, c'est que tout le monde a compris que l'avion émettait du CO2, donc là, ça y est, c'est assez clair. Mais voilà, tout le monde sait que le médium, ça n'a pas l'air génial en matière d'environnement, mais voilà, il faut réussir à aller beaucoup plus loin et innover, et notamment voilà, profiter de cette dimension créative pour trouver des matériaux de substitution. Donc, il y a un autre cadre qui est en train d'intervenir. Donc, c'est les objectifs du développement durable. On les a vus au cœur d'une exposition au Danemark, à Aarhus, qui proposait pour la première fois une exposition d'art contemporain sur les thèmes des objectifs du développement durable, les Sustainable Development Goals en anglais, et voilà, qui aujourd'hui sont apportés comme des repères sur des objectifs à atteindre liés à différents domaines et qu'on commence à voir aussi en source soit d'inspiration, soit de référence. Il y a eu aussi des expositions où à côté il y avait les ODD qui correspondaient à l'œuvre et à ses enjeux. Donc ça, c'est un cadre assez intéressant aussi pour voilà, avoir un premier pas, et on se rend compte. Alors Olaf Eliasson, dont je parlais, qui est le parrain de mon association, est ambassadeur des objectifs du développement durable, par exemple, donc auprès du PNUD. Donc on se rend compte que ces objectifs-là sont en train aussi de parler, mais là c'est pareil, en design, en archi, partout,
Alors moi, je suis assez critique. Je trouve toujours très bien d'avoir des outils. Je suis un petit peu critique parce que je trouve que quand on est dans des approches artistiques plus transversales, c'est un peu compliqué de fonctionner comme ça. Imaginez que vous ayez un très bon score sur l'objectif 3, mais au détriment de l'objectif 12. Enfin, vous voyez, c'est pas évident de manipuler ces territoires comme ça. Et si je reprends la métaphore de l'araignée, on en est loin justement, parce que voilà, si on imagine une goutte qui tombe dans un des carrés, ça ne montre pas voilà, la propagation que serait voilà, une goutte d'eau qui tombe sur une toile d'araignée. Est-ce que cette manière d'avoir conçu ces ODD est systémique? Mais peut-être que par rapport à un moyen efficace de transmettre, en tout cas, l'ensemble de ces enjeux, c'était peut-être nécessaire de fonctionner comme ça. En tout cas, il faut aussi les manipuler avec un sens critique et ne pas l'oublier, même quand on est face aux ODD, ce qui n'empêche pas qu'ils sont voilà, une bonne ligne un très bon repère et que moi-même j'utilise de manière assez automatique. Voilà. Mais bon, j'attendrais par exemple des artistes un vrai travail d'exploration critique des ODD par exemple. Ça serait intéressant, non pas pour les dévaluer, mais pour justement peut-être apporter la définition 2.0 de ce que pourraient être ces ODD. Alors, quand on parle des artistes, aujourd'hui, ils sont très très peu nombreux je vous ouvre des outils, mais donc je vous avais dit que Thomas Saraceno avait fait le bilan carbone de son studio, et l'œuvre dont on a beaucoup parlé et débattu, c'est Icewatch, dont le bilan carbone a été fait à la fois quand il a été présenté à Paris, puis à Londres en 2018. À Paris, on était à un bilan 30 tonnes de CO2, à Londres 40. Et là, tant des personnes de l'art que des écologistes avaient dit, mais et il y avait même eu une pétition à Vase demandant le retrait, disant c'est scandaleux, comment une œuvre qui dénonce le réchauffement climatique peut contribuer au réchauffement climatique. Moi, inutile de vous dire que j'ai immédiatement pris la défense d'Olafur Eliasson pour les deux raisons suivantes. C'est la première œuvre qui joue le jeu de se mesurer et de donner son résultat public. Pour moi, c'est comme si dans une salle où tout le monde est obèse, il y en a un seul qui ose monter sur la balance et qui annonce ses 168 kilos, et tout le monde lui dit « mais t'es énorme », sans s'être mesuré avant. Donc il y a l'effet de... Ensuite, ces personnes qui disent « mais t'es énorme » ne savent pas vraiment ce qu'est une tonne de CO2. Est-ce que ces personnes savent que l'impact annuel équivalent CO2 de Total est de 40 millions de tonnes? Là, on est à 40 tonnes, 40 millions de tonnes. Donc, quand on sait ce qu'est 40 tonnes, 400 tonnes, 4000 tonnes, 40 000 tonnes, 400 millions, 4 millions, 40 millions, on a déjà un peu plus de culture générale avant de juger. Et très souvent, cette culture générale manque. Voilà, donc qui a décidé que 40 tonnes c'était énorme. Pour finir, du point de vue de l'économie circulaire, c'est une œuvre qui se dissout et qui se dissout de manière écologique. C'est quand même un glaçon d'une eau assez propre, qui vient donc de la banquise et qui a fondu. Bouts de banquise qui n'ont pas été décrochés de la banquise, mais qui flottaient déjà bien au large près des côtes, qui ont été attrapés au lasso. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu utilisation de camions pour les déplacer. Et là, quand on raisonne en éco-conception, comment on raisonne pour évaluer? Et moi, je décrète, parce que j'ai demandé à des experts en éco-conception pour en avoir le cœur net si cette œuvre était éco-conçue. Oui, elle l'est. Pourquoi? En éco-conception, on raisonne en service rendu. Le service rendu, c'était sensibiliser sur le réchauffement climatique à travers un dispositif permettant de
faire comprendre et voir l'accélération de la fonte de la banquise, et aussi de diffuser des informations. Quand on est Olafur Eliasson, on a 500 000 followers sur Instagram. Et quand on fait ce genre d'installation, c'est tous les 2 jours qu'on passe une info du GIEC, ce qui est assez rare dans le milieu de l'art contemporain. Généralement, voilà, générant des dizaines de milliers de vues et des milliers de commentaires. Il y a des reportages dans les médias, etc., etc. Toutes les personnes qui visitent comprennent, parce que ces 12 blocs représentent le volume qu'ils font en 1/100e de seconde. Donc quand vous vivez cette expérience et que vous savez ça, oui, il y a une efficacité dans la prise de conscience, et il y a donc un nombre de personnes touchées, donc une audience qui amortit l'impact. C'est comme si on comparait une empreinte carbone et une empreinte culturelle. Est-ce que l'empreinte culturelle, c'est-à-dire ce qui peut être compris, ce qui peut être ressenti, ce qui peut accélérer les consciences, a été fait. Voilà, donc les personnes qui étaient sur place ont reçu ça comme un message de sensibilisation au réchauffement climatique. Donc voilà, c'est intéressant parce que moi je faisais partie d'une minorité qui s'est fait mais complètement agresser en défendant cette œuvre et en posant des questions de fond, et je vais m'arrêter sur ça parce que j'arrive à la fin du timing de mon intervention, c'est que de toute façon, créer, voilà, on est responsable forcément d'un maniement de ressources et d'impact. Donc créer pourquoi, quelle est la finalité, à quoi ça sert? Justement, le fait de se poser des questions de pas devoir justifier, parce que le but c'est pas être au tribunal, mais en tout cas savoir pourquoi on fait ceci ou cela, permet de se poser des nouvelles questions dans le rôle de l'art aussi. Est-ce que c'est juste pour faire quelque chose de beau, ou est-ce que c'est aussi pour passer un message? En tout cas, cette œuvre a le mérite d'ouvrir des débats, et moi je suis pour qu'il continue, et bien évidemment contradictoire, parce qu'il y aura toujours des avis contradictoires, mais en tout cas on est bien sur la naissance d'une nouvelle pratique et d'une nouvelle prise de conscience de la part des artistes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'étape d'après, qui a quand même été cette expo à Tokyo, l'artiste s'est dit, bon ben là, donc il s'est quand même farci de tout faire, zéro avion, uniquement train et bateau. Donc là, il a essayé encore d'imaginer et de mesurer l'impact carbone sur comment je peux réduire au maximum. Et en effet, quand on voit 30 tonnes, pour certains, ça paraît beaucoup, mais quand on sait que tout a été pensé, notamment par un cabinet anglais qui les a accompagnés à chaque étape, qui s'appelle Julie's Bicycle, qui est vraiment la référence en matière de management environnemental dans le secteur de la culture en Angleterre, à chaque étape, toutes les alternatives ont été explorées pour essayer de réduire au maximum. Et donc, voilà, après, une fois que tous les choix ont été faits sur « je ne peux pas réduire plus », c'est à l'artiste aussi de décider « je le fais ou pas ». Et là, dans ce cadre-là, décider de le faire, à mon sens, était justifié. Voilà. Donc, je zoome un peu sur ça, et c'est voilà, pour ouvrir, mais ça pose la question de la responsabilité. Le but, ce n'est pas arriver à un art zéro waste qui l'obligerait à finalement être moins visible. Il va falloir aussi assumer, dans le champ de la création, de prendre davantage la parole, de manière la plus éco-conçue, et de trouver des compromis à chaque fois sur comment le faire. Sachant que ne rien faire sera toujours la solution la moins polluante. C'est ça qui est compliqué. Voilà, bon ben écoutez, je vous invite tous à regarder artofchange21.com, parce que beaucoup de jeunes participent à nos actions, notamment l'action Maskbook que nous menons avec une artiste chinoise sur le symbole du masque. On ne l'a pas lancé cette année, mais en 2015, sur la pollution de l'air, maintenant les pandémies et beaucoup de sujets.
Beaucoup de jeunes contribuent et d'étudiants et dans le monde entier à ce projet. On va lancer une campagne justement autour de Masbouk pour les 5 ans de l'accord de Paris et donc de la COP, parce qu'on pense que même si on est en train de désespérer, cet accord de Paris représente quand même quelque chose d'important pour nous. Et puis, nous publions une lettre qui s'appelle Impact Art News, tous les mois, qui donne toutes les actualités mondiales en français et en anglais sur l'art contemporain et l'environnement. On interviewe un artiste, on présente un projet qu'on présente justement en lien avec des ODD, un projet, un ODD, et des actualités d'exposition. Expositions qui sont extrêmement nombreuses en ce moment à Paris. Vous avez plus de 10 expos sur ces thèmes en ce moment. On vous en donne un certain nombre déjà dans Impact Art News ou sur notre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse ces sujets, et puis à nous contacter. On est toujours preneurs de bénévoles, d'aide et de beaucoup de ressources et de soutien. Merci beaucoup.